retrouve pas les concepts de base de la réalité virtuelle dans cette application. Donc, au minimum, on doit avoir un niveau d'immersion. Alors, l'immersion, c'est la sensation d'habiter dans un monde virtuel, c'est-à-dire la sensation d'appartenir à ce monde virtuel. On parle de niveau d'immersion, c'est-à-dire qu'on peut être dans une immersion totale si par exemple, on a un casque sur la tête et nous sommes complètement déconnectés du monde réel. Donc là, on parle d'immersion totale. Si par contre notre environnement virtuel est affiché sur un écran, on parle là d'immersion partielle. Pourquoi? Parce que nous avons la perception du monde réel, elle y est toujours. D'accord? Et on peut visualiser le contenu du monde virtuel. Donc c'est ce qu'on appelle l'immersion, et il y a des niveaux d'immersion. D'accord? Un environnement de réalité virtuelle, c'est une application avec laquelle on peut interagir. Donc l'utilisateur peut interagir. Ça veut dire quoi interagir? Ça veut dire être capable d'appliquer une action, de faire une action dans son monde virtuel, dans cette application. Par exemple, se déplacer, d'accord, se mouvoir, manipuler les objets. Donc ça, c'est une interaction. Donc l'utilisateur peut interagir avec votre application. Et puis, le fait de voir le retour de cette interaction-là, de cette action-là, c'est ce qu'on appelle la perception. D'accord? La perception, c'est qu'on se rende compte, d'accord, du changement ou de ce qui a été effectué dans la partie interaction. Bien sûr, la réalité virtuelle, les applications de réalité virtuelle doivent être des applications en temps réel. D'accord? Pourquoi? Parce que si on a un délai d'exécution, d'accord, on a un délai d'exécution, ça peut se répercuter sur l'immersion, sur le confort de l'utilisation, d'accord? C'est pour ça en fait que, par exemple, la latence, c'est un problème qui est en cours c'est-à-dire même au niveau de la recherche, il y a des travaux en cours sur la latence, surtout en réalité virtuelle. Il y a aussi les répercussions, en fait, on les voit aussi. Bon, ça évolue aussi au niveau de la technologie, parce que, alors, quand on parle d'immersion totale, on parle de casque, par exemple. Et si on utilise un affichage sur la tête, donc on a un casque sur la tête, et que la perception n'est pas adéquate, d'accord, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet mal de mer. Et donc, être malade parce qu'on a mis le casque sur la tête, d'accord? Donc, c'est pas le fait d'utiliser une application de réalité virtuelle qui va nous donner cet effet mal de mer, mais c'est la latence, d'accord? Quand la perception n'est pas en temps réel. Et donc, le cerveau ne comprend pas on va dire la disparité entre l'action et la réaction de la perception. Alors, il y a différents niveaux d'application de réalité virtuelle. On parle de niveau sensorimoteur quand la perception passe par la médiation par les sens. Ça veut dire quoi? Si c'est une application de réalité virtuelle où on a le minimum, on a le retour visuel. Donc, on a le sens de la vision qui est impliquée. D'accord? Maintenant, imaginez que c'est une application où j'ai besoin d'avoir aussi le toucher, le sens du toucher. D'accord? Ou bien on a aussi besoin d'avoir une perception sonore, d'accord? Le son. Donc, on a parlé de la vision, on a parlé de l'audition, on a parlé du toucher. Donc, les différents sens humains, d'accord, sont impliqués dans une réalité virtuelle. Alors, imaginez si c'est une application par exemple, c'est un simulateur de plongée sous-marine. Alors, si on est en train de plonger dans les fonds marins, il y a le son, d'accord? Il y a le son des fonds marins qui est spécifique à cette expérience-là et donc qui est nécessaire dans l'immersion de l'utilisateur. C'est-à-dire que si je lui montre une application ou un simulateur de plongée sous-marine et que je n'ai pas le retour sensoriel sonore, ça veut dire que je perds en immersion. Donc, il ne va pas se sentir comme s'il faisait réellement, comme s'il était vraiment sous la mer. D'accord? Et donc, puisque c'est une application qui implique des sens, donc on parle, elle est au niveau sensorimoteur.
Maintenant, il y a d'autres applications qui sont plus au niveau cognitif. Tout ce qui est cognitif se rapporte au cerveau, d'accord? Donc, tout ce qui est réflexion, ce qu'on appelle la médiation de l'esprit, donc tout ce qui est réflexion. Et là, on parle plus d'applications, par exemple, pour le prototypage. Alors, ça peut être une application pour la conception automobile, par exemple. Et donc là, dans l'application, on est en train, de réalité virtuelle, on est en train de modéliser, d'accord? On est en train de modéliser, par exemple, il y a eu une déconnexion. D'accord. Donc, je disais, en fait, pour concevoir une scène virtuelle, il faut concevoir ces objets-là, d'accord? Une scène virtuelle, c'est un espace en 3D qui englobe des objets en 3D, d'accord? C'est ça une scène virtuelle. Donc, c'est un environnement qui fait cohabiter des objets virtuels. C'est des objets en 3D. Pour concevoir une scène virtuelle, il faut savoir ce qu'on veut faire avec, c'est-à-dire comment les objets vont se comporter dans cette scène-là. Donc, il y a différentes façons de concevoir ces objets, il y a différents modèles d'objets, d'accord? Comment ces objets-là vont être manipulés? Et puis, est-ce que la nature de ces objets, est-ce qu'ils sont déformables ou solides? D'accord? Donc, un objet est déformable, c'est un objet qui va changer de forme. Par contre, un objet solide, il ne va pas changer de forme tout au long de sa vie. D'accord? Et puis, il faut faire attention à deux contraintes, comme dans pratiquement toutes les applications, le temps de réponse et l'occupation mémoire. Donc, on avait dit que les applications de réalité virtuelle doivent impérativement être en temps réel. D'accord? Et puis, comme ce sont des objets en 3D, donc c'est des objets volumineux qui occupent beaucoup d'espace mémoire. Donc, on a un compromis à faire entre les deux. D'accord? Suivant l'application que vous êtes en train de concevoir. D'accord? Maintenant, on va discuter un petit peu des différentes façons de concevoir un objet en 3D. Donc, la première étape, la première méthode, c'est la reconstruction. Reconstruire à partir de. Donc, imaginez que vous avez un objet en 2D, d'accord? Donc, on a déjà les deux dimensions. À partir de ces deux dimensions, nous allons, on va dire, calculer, d'accord, ou prévoir la troisième dimension pour avoir l'objet en 3D. On peut le faire avec deux plans, quand on a deux plans en 2D perpendiculaires, d'accord? Le fait d'avoir deux plans perpendiculaires nous permet d'avoir la troisième dimension, donc l'information qui nous manque. On peut aussi avoir des plans 2D qui ne seront pas en perpendiculaire, mais plutôt en parallèle. Mais là, on va avoir des séries de 2D, d'accord? Des séries d'images 2D. Alors, l'information qui manque, on la calcule avec des fonctions mathématiques. Les plus usuelles, c'est la fonction d'interpolation. L'interpolation, il y a différentes façons d'interpoler. On interpole de façon linéaire, par voisin ou autre. D'accord? Il y a plusieurs façons d'interpoler pour pouvoir déduire, d'accord, ou calculer l'information qui manque. Donc l'abscisse qui manque, c'est le Z. Une autre façon de modéliser des objets 3D, ce qu'on appelle une modélisation procédurale par des règles ou des algorithmes. D'accord? Et donc là, ça veut dire qu'on va écrire du code, d'accord? Ça va être des instructions, donc un algorithme qui me permet de générer un objet en 3D.
D'accord? Quand est-ce que cette méthode-là est, quand est-ce que cette méthode-là est, est utilisée ou bien intéressante à utiliser, c'est quand on a plusieurs objets, d'accord, dans une scène qui contient plusieurs objets de la même nature, d'accord, ce qui nous permet de juste faire un réappel, d'accord, appeler une autre fois l'algorithme ou la fonction qui m'a permis de créer le premier objet, d'accord. Et donc là, par exemple, là, on peut citer l'exemple des forêts. Ça veut dire que là, je peux juste créer l'algorithme qui va me générer un arbre. Ensuite, appeler la fonction ou la procédure arbre à chaque fois pour faire une forêt. D'accord. Ça peut être aussi pour modéliser une cité ADL, par exemple. On a plusieurs bâtiments du même type. Il suffit d'écrire un algorithme qui permet de générer un bâtiment et l'appeler à chaque fois. D'accord. Il y a une autre façon de modéliser, ce qu'on appelle la modélisation interactive. Donc, la modélisation interactive, c'est qu'on a un outil, d'accord, un outil pour modéliser, et là, l'utilisateur interagit avec cet outil-là pour ajouter, pour supprimer, pour changer de courbure et tout ça, pour créer l'objet. Alors, ces outils-là, on peut citer Blender, Maya, 3ds Max, Cine 4D, donc il y en a plusieurs, d'accord, il y a plusieurs outils qui font ça, d'accord. Donc, on récapitule, nous sommes en train de concevoir des scènes. On a dit que la scène est composée d'objets. Maintenant, à nous de choisir la bonne méthode pour pour concevoir nos objets, suivant l'application cible, d'accord, suivant l'objectif. On peut reconstruire un objet en 3D à partir d'images 2D, d'accord, à partir d'une représentation 2D. Par exemple, si on a des images, d'accord, à partir d'images. À partir, par exemple, d'une image échographique 2D, je peux reconstruire un modèle 3D anatomique, de mon objet anatomique, par exemple. Ou bien des images 2D, images, hein, couleur, pareil, d'accord. On avait dit aussi qu'on peut utiliser une méthode procédurale par des règles ou des algorithmes. Et là, on écrit une procédure qui va générer un objet. Il suffit de la rappeler à chaque fois pour modéliser le même type d'objet. Et puis, la plus utilisée actuellement, c'est l'interactive. Donc, qui simplifie beaucoup avec les outils dédiés qui sont apparus, qui simplifient beaucoup la modélisation. D'accord? Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà avant qu'on n'avance plus? Vous arrivez à m'entendre, il n'y a pas de souci? Oui, madame. D'accord, merci. Alors, une fois que nous aurons conçu nos objets, il y a différents types d'objets. Donc, un modèle 3D, ça peut être un modèle polygonal, ça peut être un modèle non polygonal. Maintenant, dans les polygonaux, ça peut être une sorte de polygone, comme ça peut être un modèle structuré. Dans les structurés, il peut être convexe, non convexe. D'accord? Un modèle non polygonal, par contre, il peut être en CSG, surface implicite ou surface paramétrique. Donc, nous allons voir chaque brique. D'accord? Alors, notre modèle 3D, il faut savoir, alors ce modèle 3D, il est de quel type? D'accord? On va voir le premier type, dans le non polygonal, le CSG. Alors, ce qu'on appelle Constructive Solid Geometry. Et donc là, c'est plus adapté aux objets solides et non pas déformables. On avait dit objet déformable, c'est un objet qui change de forme. Vous pouvez me donner un exemple d'objet qui change de forme? Un objet déformable? Très bien. Oui? À quoi t'as modelé, madame? Oui. Un slim. Un quoi? Un slim. Slime. Oui, oui. C'est ça. Mais si on parle de modélisation, oui, oui, ça peut être une bougie. Tout ce qui est liquide. D'accord, très bien.
Donc voilà, un objet déformable, c'est qu'un objet qui change de forme. Et là, par exemple, si on est sur une application où on a une représentation du corps humain, d'accord? Donc là, ce qui va changer de forme dans le corps humain, c'est-à-dire si j'applique, par exemple, une pression sur la peau, d'accord? Si j'applique une pression sur la peau, je vais voir que, par exemple, si je mets juste le doigt sur mon avant-bras, je vais voir qu'il y a une déformation. Donc la peau, elle est élastique. Hein. Donc elle change de forme. Par contre, elle change de forme à un certain niveau parce que quand on arrive à l'os, l'os est un objet solide. Donc là, la déformation s'arrête. Hein. C'est pour ça, en fait, c'est compliqué, c'est complexe. Là, c'est un objet, par exemple, quand on parle du corps humain, il est complexe à modéliser pour des applications médicales. D'accord? Quand c'est des applications chirurgicales, par exemple. Si je suis en train de prendre mon bistouri et de faire une incision, c'est-à-dire que le comportement de la peau, tissu gras, muscle sera différent du comportement de l'os. D'accord. Donc, si je vois juste avec une lame de bistouri la peau, le muscle se déchirer, arriver à l'os, il n'y a plus le même effet. D'accord. Et donc, je dois voir visuellement que l'os ne se déchire pas, ne se coupe pas avec juste un bistouri, mais aussi que j'ai dans le retour d'effort que j'ai atteint un objet solide et que je ne peux plus aller plus loin, par exemple. D'accord? Donc, juste une parenthèse pour dire que la modélisation du corps humain, elle est complexe à faire. Alors, très bien. Donc là, tout ce qui est objet solide, donc va être tout ce qui est, par exemple, balles, des jeux pour enfants et tout ça. Donc, ça peut être des jeux ou bien des objets qui sont solides. Alors, constructive solide géométrie, c'est une méthode pour concevoir des objets simples. D'accord? Simple. La caractéristique, en fait, les objets au final vont être simples et puis elle utilise ou elle est basée sur l'utilisation de modèles de primitives géométriques. C'est-à-dire primitives géométriques, c'est-à-dire à la base, au bas niveau, dans la géométrie, les primitives, c'est quoi? C'est les sphères, cubes, cylindres, cônes, d'accord? Donc, c'est ce qui est élémentaire. Donc, primitif, c'est élémentaire. Donc, les éléments géométriques de base, d'accord, sont sphère, cube, cylindre. C'est-à-dire, une sphère, comment je peux la définir? Par un centre et un rayon. Donc, je vais faire une petite balle. D'accord? Un cube, c'est quoi? C'est un centre et des arêtes. D'accord? Les trois arêtes. Maintenant, en combinant ces primitifs de base, élémentaires, je peux construire un objet un peu plus complexe. D'accord? Si on prend cet exemple-là, on a un cube, une sphère, une opération mathématique qui est l'intersection. Si je fais une intersection entre sphère et cube, je vais obtenir un objet plus complexe qu'une sphère et un cube, mais qui reste un objet simple. D'accord? Et sa forme, elle est différente que la forme du cube et de la sphère. D'un autre côté, je vais prendre des objets cylindres élémentaires et une fonction mathématique élémentaire aussi qui est l'union. Donc, si je fais l'union des deux cylindres, je vais obtenir un objet un peu plus complexe, d'accord, qui ressemble à un plus dans l'addition. Maintenant, si je vais faire aussi une union avec un troisième cylindre, ça va être un objet aussi un peu plus complexe. Maintenant, si je prends les deux objets que je viens de construire et une opération de mathématiques qui est une soustraction, donc je vais prendre le premier objet auquel je vais soustraire le deuxième. Et là, je vais avoir une cavité, d'accord, à l'intérieur de mon objet qui était cube et une sphère, d'accord, l'intersection entre cube et sphère. Et là, j'ai des trous à l'intérieur, des cavités à l'intérieur. D'accord? Et donc, cet objet-là, je l'ai défini en utilisant une méthode CSG. D'accord? Donc, ce type de méthode, d'accord, sont des objets qui sont non polygonaux. Regardez, en fait, il n'y a pas le type division. C'est un seul objet, d'accord, qui a été construit de façon implicite, très simple. D'accord?
Alors, le problème avec ce type d'objet, c'est que c'est très complexe de construire des objets beaucoup plus complexes. Plus la complexité de l'objet augmente, plus la complexité à utiliser cette méthode-là avec des additions, des soustractions, va être compliquée. D'accord? Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on peut utiliser des CSG et quand est-ce qu'on peut avoir ce type de modèle. Maintenant, il y a d'autres types de modèles. Regardez, nous sommes toujours dans les non polygonaux. Non polygonaux, ça veut dire qu'ils ne sont pas subdivisés. C'est une seule entité. D'accord? Donc, on a vu ceux qui sont solides, construits à partir de primitives de base. Il y a ce qu'on appelle des surfaces, ce qui sont surfaciques. Donc, les surfaciques, ça veut dire que c'est des modèles qui sont creux. D'accord? C'est des modèles en 3D qui sont creux à l'intérieur. Il n'y a pas à l'intérieur, l'information n'y est pas à l'intérieur. Il y a juste l'information de la surface. D'accord? Parmi les surfaciques, on a les surfaciques implicites et paramétriques. Implicites, donc, utilisent une fonction implicite. D'accord? De R3. Donc, R, c'est une fonction. C'est défini à l'aide de fonctions implicites. Donc là, c'est une fonction implicite qui peut me définir, voilà, ces différents objets. Là, c'est un exemple de la trompette de Gabriel. D'accord? La trompette de Gabriel est un modèle surfacique. À l'intérieur, on n'a rien. D'accord? Et qu'on peut définir avec une fonction implicite. Maintenant, il y a des surfaces qu'on peut définir avec des paramètres. Et donc, on appelle les surfaces paramétriques. Donc, on a une description des frontières des surfaces. D'accord? Alors, les paramètres qu'on peut utiliser, par exemple, il y a des paramètres qui sont intrinsèques, donc liés à l'objet, donc la longueur, d'accord? Les angles. Il y a des caractéristiques, plutôt il y a des paramètres cartésiens, ça veut dire par rapport aux coordonnées. Donc, les coordonnées par rapport à un repère. Et il y a des paramètres qu'on appelle situationnels. Ça veut dire entre deux angles, plutôt deux coins. C'est quoi la distance entre les deux coins? D'accord? L'angle entre deux éléments. Alors, ça, c'est situationnel. Donc, d'où, en fait, le nom paramétrique. Ça veut dire qu'on les définit à l'aide de paramètres. Donc, elles sont surfaciques. Regardez là, une surface. À l'intérieur, c'est creux. Elles sont surfaciques et elles sont définies à l'aide de paramètres. D'accord? Donc, là, on revient pour les non polygonaux. On a ceux qui sont construits à l'aide de primitives simples, ceux qui sont surfaciques qu'on peut définir avec une fonction implicite ou bien avec des paramètres. D'accord? On a dit qu'on les appelle non polygonaux parce qu'ils ne sont pas subdivisés. Ils sont qu'une seule entité. D'accord? Maintenant, les polygonaux. On avait dit, maintenant, à contrario, les polygonaux vont être plutôt subdivisés. D'accord? Qu'on peut subdiviser. Donc, c'est une représentation à base de polygones. Ça veut dire qu'on a plusieurs polygones. L'objet est composé à partir de plusieurs polygones. Ils peuvent être non structurés, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. D'accord? Ou bien un soupe de polygones. Donc, ces objets-là, ça peut être issu de scanners. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la Kinect, mais à la Kinect V2, on peut directement capter l'environnement, c'est-à-dire la pièce ou les personnes, et on a directement le nuage de points. Donc, on a des points, un ensemble de points en 3D qui représentent toute la scène qui a été captée avec la Kinect. D'accord? Maintenant, voilà, c'est un nuage de points et donc c'est pas structuré. Ça peut être au contraire structuré. C'est-à-dire on voit les premiers. Alors, ce premier éléphant en rouge est en nuage de points. D'accord? Celui-là, il est en nuage de points. On voit que comme ça.
D'accord? Donc, c'est un nuage de points qui m'a permis, donc là, c'est un objet qui a été scanné. Le rendre polygonal, donc celui-là, c'est un soupe de polygone ou un nuage de points, et plutôt celui raccordé, d'accord, pour construire des polygones. Alors, il y a des méthodes avec lesquelles on peut polygonaliser, c'est-à-dire il y a le matching cube et triangulation de Delaunay, par exemple. C'est des méthodes mathématiques pour polygonaliser un nuage de points. D'accord? Maintenant, par exemple, dans tout ce qui est maillage, d'accord? Quand on parle de polygonal structuré, on parle de maillage ou mesh, d'accord? Donc de maillage. Donc ça va être tout ce qui est avatar et tout ça, vous allez voir que c'est structuré, d'accord? Regardez la tous les points sont raccordés, d'accord? Et puis chaque élément est une maille, d'accord? Maintenant, un objet comme ça, convexe, d'accord? Là, on a un objet non convexe, etc. Après, un objet non convexe, on peut aussi le subdiviser pour avoir une décomposition en objets plutôt en polygones qui sont convexes. D'accord? Donc, cela, c'est les structurés. Donc, on a vu les types de modèles. Donc, on avait dit un modèle 3D, il peut être polygonal, donc construit à partir de polygones. Il peut être non polygonal. On a vu que ça peut être un modèle qu'on a construit à partir de primitives simples. Il peut être surfacique, paramétrique ou implicite. Maintenant, les modèles polygonaux, ils peuvent être structurés ou non structurés. Et même s'ils sont structurés, ils peuvent être convexes ou non convexes. D'accord? Ça, c'est les différentes natures des objets en 3D. Bien sûr, cela est relatif à votre application, est relatif aux objets nécessaires pour la conception de votre application. Et donc là, si on revient à la scène virtuelle, donc on avait dit qu'on devait faire attention à la nature des objets, rigides, déformables ou fluides, et puis aussi au nombre d'objets. Donc là, on n'a pas encore parlé du nombre d'objets. Combien d'objets je vais avoir dans ma scène? Combien d'objets je vais pouvoir interagir avec? Est-ce qu'il y a des objets dans ma scène qui sont fixes, qui ne bougent pas, qui ne changent pas ni de position, ni de couleur, ni de forme, Donc là, il n'y a pas d'interaction avec ces objets-là. Ou bien, est-ce qu'il y a plusieurs objets avec lesquels l'utilisateur interagit? D'accord? Et là, on parle des applications en two body, quand dans la scène virtuelle, on a un seul objet en mouvement ou bien avec lequel interagit la scène. Et donc cet objet-là, c'est lui qui va impacter les autres objets fixes de la scène. D'accord? Quand il y a plusieurs objets qui sont en mouvement ou en interaction, on parle de n-body. D'accord? Donc là, c'est par rapport à la cinématique ou à la nature de l'objet. Alors maintenant, quand vous allez concevoir votre scène, par défaut, les objets sont placés au centre. D'accord? Ou bien, ils sont orientés selon un repère global. Alors là, c'est juste pour attirer votre attention quand vous allez utiliser votre outil pour modéliser votre scène virtuelle ou bien votre moteur de jeu. Il faut savoir comment cette scène-là c'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc, quand vous allez rajouter vos objets, par défaut, où est-ce qu'ils vont être placés? D'accord? Le repère, surtout, comment il est orienté. Par exemple, il se peut que le repère de la scène virtuelle soit différent du repère de votre joystick ou du repère de votre Kinect. Par exemple, si vous êtes en train d'utiliser la Kinect pour interagir ou pour capter la scène ou pour capter l'utilisateur. D'accord? Donc, il faut savoir faire attention à ça. Quand vous allez dupliquer les objets, comment ils vont être? Est-ce que c'est des instances? Comment ça va se passer? Donc, en fait, il peut avoir des différences d'un outil à l'autre. Avant de commencer à travailler, vous devez directement savoir
comment orienter votre repère. Est-ce que c'est un repère direct? Est-ce que c'est un repère indirect? Est-ce que c'est le Y qui est vers le haut? Et bien, est-ce que c'est le Z? D'accord? Par exemple, sur le repère d'OpenGL, c'est le Y qui est vers le haut. D'accord? Donc, c'est un repère indirect. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et puis, aussi, votre scène, c'est ce qu'on avait dit, la scène, elle est orientée en structure d'arbre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rajouter un objet, comment il va être placé dans cette structure ou dans cette scène-là. D'accord? Après, c'est ce qu'on avait dit, en fait, l'objet est en train d'interagir, on interagit avec l'objet, donc il y a des transformations qu'on va appliquer à l'objet. Qu'est-ce qu'on peut faire à un objet? Une translation, une rotation, une mise à l'échelle. On avait parlé des degrés de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, 6 degrés de liberté? C'est quoi 3 degrés de liberté? Donc, si je suis à 6 degrés de liberté, donc je peux faire des translations, les 3 rotations et la mise en échelle, c'est-à-dire que je peux faire toutes les transformations. Alors, quand on parle de rotation, il faut faire attention toujours comment il y a une rotation, on peut la définir dans un repère, donc rotation cartésienne. Ça peut être une rotation en utilisant plus des coordonnées polaires, ça peut être une rotation qui utilise l'angle de l'air, ça peut être une rotation qui est définie avec des quaternions. Et donc, juste en fait, faire attention quand vous allez définir vos manipulations, comment votre moteur de jeu fonctionne, et puis définir dans la meilleure méthode, vous aurez plus de compatibilité pour définir votre rotation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Personnellement, non, madame. D'accord, merci. J'ai l'impression d'avoir de parler trop vite, non? Et donc, il faut m'arrêter, s'il vous plaît, d'accord? Il faut me dire quand je vais vite, vous m'arrêtez. Alors, les autres. Les questions? D'accord, merci. D'accord, donc, merci. Alors, j'aimerais parler de deux choses. Un, du TP. Donc, c'est demain qu'on a les TP, c'est ça? Mais mon problème, en fait, je me suis pas rendu compte que, c'est-à-dire qu'il y a un seul groupe qui fait TP cette semaine-là, c'est ça? Et l'autre, il fait TP la prochaine semaine. Mon problème à moi, c'est que il faudrait que toute la section avance par le même rythme. C'est-à-dire que là, on vient de voir la modélisation, et donc le TP doit être sur TP de modélisation. C'est-à-dire que si on attend, c'est valable en fait, et pour le module de réalité virtuelle, et pour le module de système mobile. Surtout pour système mobile, parce que le TD en dépend aussi. D'accord? Et donc, ce que je voudrais savoir, est-ce que pour demain, on peut faire techniquement, c'est-à-dire techniquement, est-ce que les deux, mais là, on ne peut pas faire comme ça une heure parce qu'on dépend des autres, celui qui est en parallèle. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est, par exemple, demain, on fait système mobile, mais on fait système mobile pour les deux groupes.
Ce que Madame, je voudrais... si on fait un groupe chaque 15 jours, ça, on doit prendre 2 heures. Mais si on choisit de faire uniquement 1 heure, on peut faire les deux groupes le même jour. Du coup, on va avancer en même temps. Oui, mais là, ça dépend de l'autre module. Ça dépend de l'autre enseignant qui fait en parallèle. Madame, on peut lui parler et نتفاهموا معاه pour qu'on fasse comme ça. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est là, c'est-à-dire pour ne pas interagir avec d'autres personnes, on Mhm. peut faire, c'est-à-dire demain, système mobile, le premier groupe, il fait 2 heures, le deuxième groupe, il fait 2 heures. Et donc, on va faire système mobile une semaine pour les deux groupes. L'autre semaine sera réalité virtuelle pour les deux groupes. Et là, on avance pour les deux groupes de façon homogène. Vous avez D'accord, madame. compris? Oui, madame. Faut juste qu'on se mette d'accord avec l'autre prof. S'il veut, lui, prendre 2 heures, donc on fera comme ça. D'accord. Oui, mais même une heure de TP, on ne peut rien faire dans une heure de TP. Moi, pour Oui, moi, je le plus sais, justement. je préfère qu'on fasse de 8 heures dire 8 heures à 10 heures, c'est un groupe. On fait D'accord, madame. système mobile. À 10 heures, ça va être l'autre groupe qui va faire système mobile. Et la semaine prochaine, ça sera la même chose, mais en réalité virtuelle. Uniquement réalité virtuelle, oui. Voilà, donc une semaine, on fait que système mobile et une semaine, on fait que réalité virtuelle. Comme ça, pour chaque groupe, on aura le temps et la section avance de façon uniforme. D'accord, madame. Donc, demain, on va faire D'accord? comme ça, madame. D'accord. Oui, demain, je préfère qu'on fasse système mobile parce que le TD en dépend. D'accord, D'accord? madame. Madame, demain, Donc, ça les va deux être en groupes, présentiel on n'a normalement. pas les... Oui, mais on n'a pas les salles, c'est ça? Mais Ida, il me donne les salles d'ici ce soir. On peut le faire en présentiel. Oui, oui. Si on a les salles, oui. Maintenant, je ne sais pas si, même si on n'a pas les salles, on peut aller demander une salle. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous n'avez pas encore commencé les TP, même dans les autres modules. Il y a un module, on a commencé en ligne vu qu'on n'avait pas de salle. Mais madame, il y a une section qui m'a informé que voilà, les profs demandent à l'administration d'avoir des salles et du coup, ils me donnent en présentiel. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois sur place, on peut prendre n'importe quelle salle du département. Je suis pas sûre de ça, madame, parce que bon, c'est les sécurités, les SSI. Les profs, ils demandent une salle. On va dès qu'ils me donnent mais je sais pas est-ce qu'on peut faire ça حنا تاني ou là. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est demander à l'administration. Vous pouvez envoyer un mail au moins responsable des spécialités ou moi, je vais faire pareil. Je vais demander à l'administration. D'accord, madame. D'accord? Et puis, d'ici ce soir, D'accord, d'ici madame. ce soir, on sera plus... Oui, on reste en contact par mail. D'accord. Ok, très bien. Euh, on fait en ligne, oui. D'accord. S'il n'y a pas de présentiel, on le fait en ligne. D'accord? Madame, on commence avec quel module demain? Système mobile. D'accord, merci. Madame, D'accord? pour les groupes du projet, Oui? Oui. madame, on est 44 la section. Du coup, شحال on peut avoir par groupe? 44. Bon. Bon, a priori, moi j'avais dit 6. Pas plus que Ida, 6. on Ça veut fait. dire, ça peut être 5, mais pas plus que 6, s'il vous plaît. Oui, madame, parce que si on fait des groupes de 6, il reste 2 personnes. Du coup, 2 groupes doivent contenir 7 personnes. Ou à l'inverse, peut-être d'autres groupes avec 5. Donc, On ne peut pas 4. dépasser 6.
D'accord, madame. D'accord? D'accord, on va essayer de faire une liste alors. D'accord. Alors, on reste en contact. Vous m'informez si vous avez un retour par rapport au TP, si on le fait présentiel ou bien en ligne. D'accord, madame. D'accord. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, je préfère ne pas avancer plus que ça. Donc là, ça va être une autre partie. D'accord? Le chapitre 3, c'est une autre partie. Euh, Comme ça, on peut avancer correctement. D'accord, merci beaucoup, madame. Les? Oui? Oui? Oui, oui. D'accord. Je vous en prie. Alors, je vous dis bonne journée. Merci, madame, à vous de même. Merci à vous. Au revoir.